plein cœur de la Laponie suédoise. Nous sommes entre Kiruna et Abisko, sur le lac de Altajärvi, à côté du village de Jukkajärvi. Et je vous emmène faire un petit tour en Laponie pour découvrir la culture lapone. Alors il y a du vent, le blizzard, il y a aussi les températures qui oscillent entre moins 40 degrés l'hiver et plus 35 degrés l'été. Il y a des activités magnifiques et une façon de vivre superbe. Au programme, je vous propose d'aller faire du chien de traîneau par des paysages magnifiques au milieu des forêts, lacs gelés. Et puis nous irons aussi regarder l'hôtel de glace. C'est une construction architecturale, artistique, avec un savoir-faire exceptionnel par des artistes sculpteurs de glace internationaux. On ira ensuite à la rencontre du peuple Sami, ce peuple millénaire qui habite ici depuis des décennies et qui élève les reines de Laponie. Et ensuite, nous irons nous perdre dans le parc national d'Abisko qui se trouve au nord, à la frontière norvégienne, qui représente l'entrée du cercle arctique où il y a d'autres températures, d'autres phénomènes écologiques et géologiques. Mais encore beaucoup de contes, légendes, histoires de ces Lapons, de ces Samis. Nous allons rencontrer tous ces gens et je vais vous présenter la culture suédoise comme il se doit. Allez, je vous emmène, c'est parti! My name's Craig Robertson. This is my dog kennel, so I suppose I'm the guy in charge that kind of brought this to life about 6 years ago. We're in Lapland in Arctic Sweden, about 100 kilometres inside the Arctic Circle, and it's a very sunny day. I've always been outside, climbing hills, climbing mountains, rock climbing, climbing volcanoes, all sorts of madness. So buying a dog wasn't really anything super special, it was just somebody to come along on the trips. But then I got 2 racing dogs and started racing with 2 dogs. And we did quite well in the UK. We had one of the probably one of the top 3 teams in the UK at one point. And then I got more dogs. I had 4, then I had 6, and now I have 60. And then when I got here, I started doing little tours with guests, with one sled, one dog sled, and then well, we had demand, more people wanted to come dog sledding, so we got some more dogs. Well, bred some more dogs. I've bred these guys. This is little crackerjacks, and that is Tora, isn't it? Sisters, aren't you, sister? Come, we'll get cuddles. And we started doing tours, and yeah, we got quite popular dog sledding, obviously. And in the summer we take people out on motorised vehicles with the dogs, and then we're doing sort of multi-day tours where it'll be dog sledding, maybe then Northern Lights. Sometimes the dog sledding will be overnight, and we stay in a cabin just in the wilderness somewhere, which is really cool, where there's no electricity, no running water, so we just get the water from a well, and candlelight really is what we use. Then we come back, and then we do things like helicopter tours for clients. So we'll take them over the mountains and show them some pretty cool places. We'll take some of the dogs out every day, and then some days we'll have tours where we'll be taking clients out. A lot of the time I'm in the tractor because I have to clean the snow because it never stops snowing. There's always something to repair or fix. Dog boxes, dog runs, dogs.
snowmobiles, dog sleds, build new boxes, paint, electricity. But yeah, there's a lot of stuff that in the winter, because it gets so cold, things break all the time. So you're always, well, thank you. You're always fixing something. You're cleaning my nose. Coldest that we've been dog sledding is -40. So right now it's probably hovering around -14. So this is nice. This is nice weather. But yeah, we've been out -40 with them before. It's a little bit cold, but for a short period of time, we survive. We have to have special insulated dog boxes, so they're really thick, and put insulation top, bottom and sides. And then inside we use straw and sawdust to make sure that it keeps nice and warm for the dogs. But that's the main thing, really. You just got to make sure that they're warm. And you need to feed them warm food that has fluid in it, because when it gets cold they don't want to drink so much. So we have a process where we do the food and prepare it twice a day, so that they get enough fluid. And then any dog that's a little bit skinny, we have an extra food protocol where they get extra food and fed 3 times a day. And we only feed meat. We don't feed any commercial dog kibble. We get meat from special places and I ship it up from down south. So it's quite expensive, but the food that we get is pretty much the best that you can get for the dog in Sweden. So it's only meat and fish and bones that they eat. We're working with sled dogs and now we're going to feed. So you see we put a block of fat and 4 blocks of meat, and then we break it to make a soup, so we can give them water with the meat. And these dogs are Alaskan Huskies. They are a crossbreed between Siberian Huskies and hunting dogs. So like that you get the endurance of the Husky. They can run for 200 kilometers per day. And a bit faster than the Siberians because of the hunting dogs. So these dogs, they run an average of 20 kilometers per hour. But because they are trained for mid-distance, because they run for long distances but not very fast. You can also train them sprint, and they could run at 40 kilometers an hour, but for not long. Oh là là, quelle aventure les chiens de traîneau, quelle Laponie si merveilleuse avec tous ces blancs immaculés. Eh bien je vous propose maintenant d'aller apprendre la pêche lapogne. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, je vous emmène sur le lac d'Altajajer pour pêcher du poisson de Laponie. L'épaisseur de glace est de 80 cm, donc on ne peut pas pêcher juste en tapant le sol. On a besoin d'un outil comme celui-ci, un outil qui permet de visser et de creuser la glace pour faire le trou et faire passer la ligne ensuite pour pêcher les poissons qui sont sous la glace. Allez, c'est parti, je vous emmène, je vais vous montrer tout ça.
peaux de renne sur la glace, puisque ces peaux de renne tiennent extrêmement chaud par des températures négatives allant jusqu'à -40, -50. On peut se couvrir de peaux de renne ou les poser sur le sol et on est vraiment comme à 0 degré ou même un peu plus. Donc c'est vraiment très protecteur. Et quand on est assis plusieurs heures sur les lacs gelés à attendre les objets boréales pour pêcher, ce sont des objets très importants. Tout d'abord, on va enlever la neige qui est sur la surface pour accéder à la glace. Puis, avec le drill, on le positionne et puis on va tourner tout en appuyant. Tourner, 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 parfois durant de longues heures pour percer la glace, surtout lorsqu'elle fait 80 cm d'épaisseur. Encore tourner, 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 en restant le plus droit possible. Et puis, au bout d'un moment, Eureka, le trou est fait et on peut enfin mettre la ligne et essayer d'attraper les poissons. Bon, aujourd'hui ça ne mord pas trop, c'est vrai, mais l'espoir au moins d'un petit poisson. On peut attendre parfois longtemps et le froid n'arrange pas les choses. Et voilà, le poisson a mordu à l'hameçon. Ça y est, on va pouvoir se délecter. Et maintenant on va faire frire le poisson sur un bon feu de camp, fait de bois du pays, où on va cuire et griller les beaux poissons qu'on a pêchés. Allez, c'est parti, on va manger un morceau. Et maintenant, je vais faire un sauna pour me réchauffer avant de déguster ce petit poisson grillé au feu de bois. La technique du sauna suédois, c'est de le préparer avant. Il faut entre 3/4 d'heure et 1h15 de préparation avant que ça soit bien chaud, puisqu'on est situé ici sur un lac gelé, au milieu de nulle part, donc il n'y a aucune source de chaleur. On utilise du bois de la forêt, des pins coupés alentour. Et alors ces bûches ont la particularité d'avoir beaucoup d'écorce. Et donc ces écorces font office d'allume-feu. Tous ces petits morceaux d'écorce donc s'arrachent, s'enlèvent, on les met dans le feu, ils s'allument à une vitesse grand V et c'est eux qui vont donner la puissance au feu de s'allumer assez rapidement. Donc on peut être en pleine Laponie, avoir un feu qui démarre tout de suite, si le bois est sec bien sûr, s'il a été coupé et séché. Voilà, donc le sauna monte jusqu'à peu près 60-70 degrés. Donc c'est beaucoup de chaleur, mais dans ces pays où il fait -40 l'hiver, il y a vraiment un réel besoin de raviver et de réchauffer la peau, les muscles et les os, parce qu'on attrape énormément froid. Tout se gèle très vite, les mains, les pieds, les extrémités en fait, hein, les doigts, le nez, les oreilles, tout est très vite gelé par des temps glaciaux comme ça. Et le sauna est un vrai savoir-vivre suédois qui constitue un vrai bien-être au quotidien. C'est une culture que les Suédois ont depuis très longtemps et qui est faite à base d'éléments naturels. Comme vous pouvez le voir, tout est en bois. Il y a donc des pierres qui sont posées. La particularité de ce sauna, c'est qu'au lieu d'aller à l'extérieur, courir dehors, se rouler dans la neige ou sauter dans le lac gelé, où il y a un trou forcément hein, pour se jeter dedans, et bien ici la trappe est à l'intérieur. Donc on peut vraiment, sans sortir du sauna, se baigner dans le lac puisqu'il est en dessous. Donc on ouvre la trappe, on se met à l'intérieur pendant quelques secondes, quelques minutes, et hop, on peut ressortir. Donc ça facilite beaucoup les choses parce qu'on ne perd pas la chaleur en allant jusqu'au lac. Avec seulement 10 millions d'habitants, dont les 3/4 vivent à Stockholm ou dans le sud du pays, la Laponie jouit d'un sous-développement industriel très appréciable. Le silence absolu des grands espaces enneigés est une grande qualité que l'on peut apprécier au quotidien en Scandinavie. Repos, calme, zénitude, méditation sont le quotidien des Lapons et cela joue un grand rôle dans la culture et le savoir-être scandinave.
Bon, et bien maintenant qu'on s'est bien réchauffé et qu'on a bien goûté le petit poisson du lac, je vous propose d'aller à la découverte d'une construction de glace assez particulière. Il s'agit de l'hôtel de glace. Allez, c'est parti! Et voilà, nous sommes arrivés à l'hôtel de glace sur les bords du lac Jukkasjärvi, à quelques kilomètres de la ville de Kiruna. Nous sommes en plein cœur de la Laponie suédoise et même ici, des artistes du monde entier viennent exprimer leur savoir-faire en décorant des chambres d'hôtel. Je rencontre Philippe Johansson qui nous explique les splendeurs de l'hôtel de glace. That's the incredible journey everyone makes here. And we're going to watch one of the incredible journeys here. Because there is a chapel here where people are getting married. Before it was a church for a very long time, but since 5-6 years back, they realized that we can not only have a church, because we are so much international connected. They wanted to make it like a space then for everyone. So nowadays we can get people married from all different cultures that you can imagine, like maybe Hinduism, maybe coming from I don't know, Muslims, Christians, Jewish people. This was the first idea somebody had of creating an ice hotel. So this is the original one. That was a long time ago. So that's 1989. We're right now sitting in 31 by its name, since it's been built up 31 times. So he was thinking about how can I develop this place, you know, the place where it's really cold, dark, and basically no human wants to live here. But he wanted to share this wonderland because the winter here is a magical place with all the snow, and especially northern lights come up here. And there was a moment here in that time, 1989, when all houses here were fully booked, and he had some more people coming, and there were like 10 people, so he needed to have somewhere to sleep. So by chance he offered them to sleep in the art gallery that they had created, you know, where on this that I'm sitting on right now. Reindeer skins, some sleeping bag, thermals, beanie, and a hat. And he did it, you know, because there was no room, and he was a bit nervous about that, you know, since they came there far away to, you know, live this in this place of imagination. And it was really cold that night, like -20 or something. So he was so worried about that they didn't have a good night. So he came in the day after with lingonberry juice, warm ones, because he was thinking, I have to share them out. You know, this was maybe a disaster, this idea. But he was actually met by a crowd of like people that was excited. They felt, you know, so much wonder. They felt like, you know, a greatness of having experienced that, of sleeping among the art galleries in the cold night, that they told him, forget about the sculpture art gallery in England. You have to create an ice hotel. This was amazing. The best night ever in our life. So the idea of going to Sapporo, of creating, having these just sculpture things, you know, to be like a monument for people to be coming here, turned out to be a full-on living hotel. Because it is a living hotel in the way that the ice and the structure of it change all the times. The rooms never look the same from the beginning to the end of the season. So it's a living hotel.
Celle-ci, c'est la chambre aux émotions, donc on voit plusieurs artères qui mènent au cœur, avec des explications, aussi un gros cerveau, puisque émotion et cerveau vont de pair, même si c'est parfois contradictoire, avec des explications. Tout ça, c'est sculpté dans la glace. C'est assez impressionnant au niveau savoir-faire, au niveau proportion, et puis surtout au niveau conservation, ça se conserve extrêmement bien. Dans cette Laponie suédoise aux températures négatives la plupart de l'année. Ici aussi, ce sont des sculptures qui sont assez impressionnantes de précision, avec des sculptures partout, des accordéons, des tableaux. Là, on peut apercevoir quasiment comme un rodin presque, en train de danser, et puis des tableaux, des gravures, des tableaux de Laponie, voilà, qui représentent toujours ce décalage entre classicisme et cassure, d'un coup comme la glace qui se casse. Voilà, nous sommes dans un musée de statues, c'est une chambre, musée de statues, avec des nus assez impressionnants de volupté et de proportion. And in the beginning, they didn't do the harvesting as they do right now. They actually just pumped out the water from Torne River and create the snice and construction, the snow they needed. They had to use what they could in that time. Nowadays, we have a harvesting season that starts every year in April. So they can take up big blocks of ice that might be 1.5 meters thick and store them in an ice production hall here. And in this way, the effectiveness, the building process. So let me show you the ice sculpting, because it's a fantastic tour up here. People love it. It's a really excited one. And that's because it's making you to be part of Ice Hotel as well, the creativity that's going on here. So right now, I'm cutting through ice like you're cutting through butter, since it's that easy to cut it through. So it means it's easy to do something wrong. You can see on this side here. And this thing is great of just carving it out and then putting some snow in and maybe a little bit of water as well, helping it to be glued back together. Then you can create transparent areas like this. Some other people will use maybe hot water in a nice small bag as well if you don't want to freeze your fingers too much. If you have hard to imagine a picture, you can take maybe a sharp knife and carve in some context, you know, like painting a picture a little bit. You can carve it in. And more important is when you're trying to create smooth area is that you're going for the cutting straight into it, and that would be, you know, like you have to remove some material of the artists. They're here really short time. They're coming from all over the world, so they necessarily didn't have to work with ice before. One year we actually had a team from Gambia here, and they never saw snow in their whole life. It's just if you have a great idea, then Ice Hotel will help you, because we have a support team here. They're helping you out to create what you need to. But they're here really short time, because we will put their ice that they need for the construction in their room, and then we're building walls on it in the same time. So to put in more ice will be hard, since we might have seen them. They are quite big, you know, they weigh maybe 1.5 to 1.7 ton, and they're maybe 2 meters wide and 1.5 meters thick. So yeah, it's hard to get that through a small door then. But they do an incredible job of working hard, and it's a tough condition. It's not an easy work, since they're working on the time. They're working in, at least it's going to be -5 degrees, but it can go down below 20 degrees in minus. To the Aurora. To the Aurora.
see. 1, 2, 3. Woo! And that's it. I think it's a little bit of this bar feeling of feeling wild and crazy since you're on Okay. And it's nice to, you know, Yeah. destroy ice. Super. Thank you, Philippe. Après avoir visité l'incroyable hôtel de glace avec Philippe, je me dirige maintenant de l'autre côté du lac pour rejoindre le camp Sami, éleveur de rennes. Et nous voilà maintenant dans la forêt, à côté du lac, où habitent les rennes, gardées en troupeau pour éviter les pertes dues à l'hiver. Et Guillaume va un peu plus nous parler de ça, puisqu'il travaille ici depuis quelques années déjà, a complètement intégré la culture Sami et s'en occupe tous les jours, autant sur le lac que dans les montagnes. Allez, c'est parti! Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour. Tu travailles ici? Oui, tout à fait, avec les rennes d'ailleurs. Donc voilà, on s'en occupe. Combien Au de quotidien. rennes ici? Alors il y a 47 femelles et petits et 14 mâles. D'accord, disons. Tu peux nous montrer d'un peu plus près? Oui, bien sûr, Oui. pourquoi pas, ouais. Il y a à peu près 70 000 samis sur toute la Laponie. Et en Suède, c'est à peu près 15-20 000 samis. La majorité des samis sont en Norvège. Les samis du coup vivent toujours dans le côté traditionnel, mais ils ne sont plus nomadiques. On appelle les samis maintenant sont semi-nomadiques, c'est-à-dire que certains vont encore vivre à l'époque des comme on a des judaïres, ça s'appelle un lavo, en anglais celui qui est ici est grand derrière. Donc c'était leur moyen de, c'est là où ils vivaient tout simplement. Et ils prenaient ces lavos et les mettaient sur les traîneaux des rennes, et les rennes faisaient leur cercle migratoire. Et quand les rennes s'arrêtaient, parce que l'endroit, il y avait assez de nourriture, et c'était un bon emplacement, les rennes en général s'arrêtent, ils savent où s'arrêter. Les samis vont faire des enclos très rapidement, et puis ils vont remonter le lavaux comme ça, et vont peut-être rester 1 ou 2 semaines ou 3 semaines au même endroit. Et quand il sera temps de repartir, ils vont retirer le lavaux, le remettre sur un traîneau, et puis repartir du coup sur la route, suivant le cercle migratoire. Parce que ce sont les samis qui suivent les rennes, et pas le contraire. Et du coup, maintenant, les samis ne le font plus. Les samis ont aussi des maisons, des voitures, sont des personnes comme toutes les autres. Mais certains le font en été parce que c'est le côté traditionnel et puis ils aiment bien faire ça aussi. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans les montagnes, toujours avoir un œil sur les rennes, savoir s'ils sont en bonne santé, s'il n'y a pas eu d'attaque de loups, d'ours. Donc voilà, de garder un œil sur eux et aussi de vivre dans les cabines ou alors dans un laveau comme ça et de passer du temps dans les montagnes. Les samis ont l'autorisation de franchir les frontières parce que c'est leur métier. Donc ils ont une sorte de carte qui dit qu'ils sont samis et vu qu'ils s'occupent de leur troupeau, ils ne vont pas être arrêtés à la frontière parce que non, c'est leur travail, il faut qu'ils s'occupent des rennes et donc ils ont un droit de passer. Mais c'est aussi parce que c'est leur terre. C'est pour ça que ça s'appelle Sapmi, c'est parce que c'est la terre des samis. C'est leur territoire à eux. Donc c'est eux qui ont la décision de chasse et de pêche. C'est-à-dire que personne d'autre, sans autorisation au préalable des samis, ne peut chasser ou tuer de quelconque animal, parce que c'est les samis qui sont propriétaires des lieux. Mais à savoir que dans chaque pays, il y a aussi un gouvernement sami qui a le droit de prendre des décisions. Et à savoir que l'année dernière, il y a eu une grande... ils étaient en justice depuis des années contre le gouvernement suédois. Et le gouvernement suédois a accepté de redonner les droits aux samis sur leur terre, de chasse et de pêche, comme je disais. Donc c'était une grande victoire pour les samis qui ont récupéré leur droit du coup de décider qui a le droit de chasser ou de pêcher. Donc ouais. Grande victoire pour un peuple indigène, qui est d'ailleurs le dernier peuple indigène d'Europe au final. Et c'est aussi par rapport à tout ce qui est fourrure et tout ce qui est pour faire en sorte d'avoir une économie en fait derrière. Donc
Les Samis peuvent en faire, peuvent avoir des peaux évidemment, peuvent aussi faire les vêtements, donc faire des chaussures. Donc je ne les ai pas évidemment parce que je ne suis pas autorisé à porter les vêtements traditionnels. Tout l'attirail en fait qui peut être fait en peau de renne, donc qui tient vers manchot. Parce que en fait quand vous touchez une peau de renne, vous pouvez même pas aller à travers tellement c'est serré, c'est impossible. Et c'est pour ça que les rennes d'ailleurs ne transpirent pas, ils transpirent par la bouche. Et donc c'est impossible, donc ça tient très très chaud. Aussi les bois, on peut en faire des couteaux, on peut en faire de l'artisanat qui peut être vendu après à d'autres personnes. C'est comme ça qu'ils faisaient aussi leur marché auparavant. Donc voilà, donc c'était. Et puis aussi bien sûr la nourriture, évidemment. Si vous voulez la nourriture, il faut avoir des rennes. Ou alors chasser des élans aussi. Mais c'est plus facile du coup d'avoir un troupeau de rennes et de temps en temps, bah, on va dire bon, ce renne là, on va en prendre un ou deux pour cet hiver, on va s'en servir. Et l'avantage aussi du renne, c'est qu'ils peuvent se servir ils peuvent manger tout ce qui est sur le renne, excepté l'estomac. Donc ça sert vraiment de tout. Et il y a aussi une forme de respect derrière, qui fait que si on tue un animal, on va pas simplement prendre, je sais pas, la côte et puis laisser le reste. Non, quand on tue un renne, c'est une vraie tradition et on respecte l'animal au maximum. C'est un peu plus sauvage, donc ils n'ont pas forcément confiance. Ils ne vont pas forcément manger directement à la main. Pas de soucis. Non, pas vraiment. Ils sont trop sauvages en fait pour vraiment avoir confiance. Ah, ça va encore. Mais et du coup, en fait, ils n'ont pas de dents devant. Donc, ils n'ont pas d'incisives. Ils ont des dents, bien sûr, mais c'est pas d'incisives. Donc, il n'y a aucun risque de se faire mordre, en fait, tout simplement. C'est des dents. C'est comme les vaches, en fait. C'est une bouche de mammifère. Du coup, c'est assez simple. Donc, c'est des ruminants, 3 estomacs, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on les voit souvent après 1 heure, 2 heures en train de mâcher, qui ruminent pendant des heures, comme les vaches, tout simplement. Les Samis ont découvert que beaucoup de rennes sont morts de faim. Parce qu'avec les températures qui changent énormément, par exemple en pleine nuit il peut faire moins 25 et 12 heures plus tard il peut faire plus 2, plus 3 et ensuite ça va refaire moins 10, moins 15, moins 20 et ça va créer de la glace sur le sol, ce qui fait que les rennes ne peuvent plus aller gratter la neige pour aller chercher le lichen qui est en dessous. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de rennes qui sont morts dans les montagnes et c'est pour ça que les Samis les récupèrent et les mettent dans un enclos pour les nourrir en hiver pour faire en sorte que la plupart d'entre eux survivent. Et à la fin de l'hiver, donc d'ici à peu près 1 mois, ils vont les relâcher dans les montagnes aussi. Donc c'est temporaire, c'est un travail annuel. C'est un grand événement aussi. Il s'appelle la séparation qui a lieu en fin novembre, début décembre, en fonction. Ça dépend vraiment de la saison en fait. Les Samis ne suivent pas un calendrier, ils suivent la saison. Donc en fonction des températures. Parce que les rennes suivent aussi un cercle migratoire qui suit la température. Donc ils savent quand il est temps de migrer. Donc les Samis ne font que les suivre. Chaque famille Sami va récupérer ses propres rennes. Donc à savoir que tous les rennes qui sont ici ont une marque qui est faite à la naissance sur l'oreille. Sur l'oreille gauche, ça va être la marque de la famille. Et sur l'oreille droite, ça va être le nom de la personne à qui il appartient. Et la séparation, c'est le fait de regrouper ces rennes dans un grand enclos, donc vraiment immense, plus grand que ça encore. Et ensuite, de les prendre à peu près 100-150 par tour. Et ensuite de les attraper, de regarder sur l'oreille, ok, ce renne appartient à la famille Muti par exemple, donc on va le mettre dans cet enclos. Donc faut imaginer une sorte de cercle comme ça, avec une porte comme un soleil en fait. Et sur chaque porte en fait il y a un camp, donc il y a une famille qui est derrière, et donc les rennes vont être, par exemple si c'est la famille Muti, hop on amène le renne ici. Si c'est la famille Marinen, on l'emmène ici. Si c'est la famille Kumonan, on l'emmène ici. Et c'est comme ça que chaque famille va récupérer ses rennes. Ça prend beaucoup de temps parce que forcément il y a énormément de rennes. À peu près 250 000 en toute Laponie. Donc en Suède, bien sûr, il y a 50 000 sur 110 000, mais ça fait quand même beaucoup à prendre en compte. Mais c'est un grand événement. Donc la plupart des Samis viennent équipés, ils viennent avec leurs vêtements. Et puis ça se fait sur 2-3 jours à peu près. Ça se fait dans les montagnes. À la fin de l'automne, donc les rennes naturellement vont migrer en bas des montagnes parce qu'il va y avoir trop de neige sur le top des montagnes qui vont plus trouver assez de nourriture. Donc c'est pour ça qu'ils vont descendre dans les forêts. Et c'est là que les Samis vont entrer en jeu et ils vont les herder comme les moutons en Irlande, les suivre en motoneige avec des chiens. Et c'est là qu'ils vont arriver à les mettre dans un enclos. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à pouvoir faire la séparation. Là c'est du lichen, ou du lichen, je sais pas comment on dit en français. Mais c'est une mousse qui pousse en dessous là, qui pousse en été-automne. Et donc c'est ça, c'est pour ça que les rennes, vous les voyez gratter comme ça, en dessous de la neige, c'est parce qu'ils sont à la recherche de lichen qui est en dessous. Et le lichen, ils peuvent le sentir 1 mètre en dessous de la neige.
Donc ils ont un très bon nez. Et donc ça, c'est la nourriture principale pour l'hiver, pendant tout l'hiver. C'est protéiné, très protéiné. Il y a beaucoup de minéraux et de protéines. C'est ça qui adorent ça, forcément. Donc, les samis, on supplémente avec des protéines de palette. La même chose qu'on a chez nous, pour un petit supplément. Parce que les rennes, quand ils sont à l'état sauvage, ils mangent énormément. Plus d'1 kilo par jour, évidemment. Donc il leur faut beaucoup plus que ça. Donc là, ils sont là pour 4-5 mois. Et après, quand ils retournent dans les montagnes, il n'y a plus besoin de les nourrir. Parce qu'ils mangent de la mousse de forêt comme ça, mais ils mangent aussi plein d'autres herbes et de branches, comme les élans en fait, tout simplement. Et quand ils ont vraiment besoin et qu'ils ne trouvent pas de lichen, ils vont les gratter. Tu vois, c'est pour ça qu'on voit que tous les arbres ici sont rasés. Ils n'ont plus de branches à la hauteur de rennes, parce que les rennes peuvent s'adosser avec leurs pattes pour aller chercher les branches et l'écorce, parce qu'ils peuvent aussi en manger. Et il y a aussi un deuxième sorte de lichen qu'ils mangent. C'est du lichen aussi, mais noir. Et ça se trouve beaucoup en forêt. Souvent, ça fait des grosses barbes comme ça, immenses. Et ça, c'est aussi très protéiné. Ils adorent ça. Donc ça, c'est pour ça que les branches sont toutes cassées. Parce que les rennes vont grimper comme ça et vont essayer de manger ce petit lichen qui traîne sur l'écorce. Donc, les rennes sont les derniers de la chaîne alimentaire. Donc il y a beaucoup de prédateurs, évidemment. Il y a des loups, des lynx, des ours, des gloutons aussi. Là aussi ça. Donc, et aussi des aigles aussi en été. Parce que du coup, le cycle migratoire fait que les rennes en été vont aller à l'ouest. Et du coup, on se rapproche de la Norvège, là où il y a beaucoup d'aigles de mer. Vraiment immenses, des gros aigles. Et la naissance des petits a lieu en mai. Et un petit, ça ne sait pas trop marcher, c'est vraiment tout petit. Il lui faut à peu près 3-4 jours pour pouvoir se mettre debout et être bien stable. Du coup, les aigles de mer, c'est une proie facile évidemment pour eux, ils viennent chercher. Et partir avec. Donc c'est aussi un grand prédateur. Donc c'est aussi pour ça que les samis les suivent aussi en été, c'est aussi pour les protéger et faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème avec les prédateurs, pour les protéger le troupeau. En général, du coup, les rennes vont en Norvège pour l'été, dans les montagnes norvégiennes. Donc là, on va dire qu'il y a la Norvège. Ici, on a la Suède. Et ici, on a la Finlande et la Russie. En été, soit en Norvège, ici. Donc, soit à la frontière, soit un peu plus dans les montagnes norvégiennes. Et quand la neige arrive, les rennes vont descendre à l'est, du coup. Donc là, vous avez la frontière de la Suède. Et les rennes vont être dans cette zone, en fait, simplement. Donc là, dans la zone suédoise, ici. Jusqu'à à peu près mars-avril. Et quand les températures vont devenir trop chaudes et quand il va y avoir trop d'insectes aussi, parce qu'ici il y a beaucoup de moustiques et beaucoup de petites mouches et le temps qui pique, les rennes n'aiment pas trop ça, ils vont retourner dans la montagne pour s'abriter, pour avoir une température plus agréable pour eux et pour éviter aussi tous ces moustiques, tous ces parasites. Grosso modo, en gros, il faut récolter des gros rondins de bouleau. En général, ils vont prendre. Et ensuite, fabriquer une sorte d'arceau en haut. Et ensuite, quand ils sont à terre, vous allez prendre de chaque côté. Donc, il faut être au moins 2 ou 3 personnes. Et vous allez lever les rondins de bois pour les faire tenir debout. Et ensuite, vous allez mettre les derniers. Donc, ça paraît simple, évidemment, dit comme ça. Et c'est la technique. Dans la tradition aussi, il est dit que tout le monde est autorisé à rentrer. C'est-à-dire que s'il y a une famille qui vit à l'intérieur, s'il y a quelqu'un qui passe dehors et qui par exemple il y a une tempête ou quelque chose comme ça, n'importe qui est autorisé à rentrer et vous pouvez venir ici, vous pouvez vous asseoir ici, mais vous ne serez jamais autorisé à passer ces rondins de bois tant que vous n'êtes pas invité à le faire. C'est ça. Et ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 15 minutes, ça peut durer une demi-heure, ça peut durer 1 heure. Donc vous pouvez parler avec la famille, mais tant que la famille ne dit pas je vous en prie, venez autour du feu, vous n'êtes pas autorisé à passer ces portes. Donc c'est le côté culturel, le côté traditionnel du coup du Lavaux. Donc c'est du respect tout simplement. Donc, voilà. Mais la porte est toujours ouverte. Je quitte maintenant le secteur de Jukkasjärvi près de Kiruna pour me diriger un peu plus au nord et atteindre le parc national d'Abisko. Quelques heures de train m'attendent, mais les vues sont splendides.
Eh bien, nous voici arrivés au cœur de la Laponie suédoise, à la frontière entre la Suède et la Norvège. C'est la région la plus septentrionale de Suède, là où les températures oscillent entre moins 40 l'hiver et plus 35 l'été. C'est le pays des rennes, des chiens de traîneau, des élans qui parcourent la forêt, qui sont libres d'aller où ils veulent dans toute la Laponie, qui recouvre le nord de la Finlande, même une partie de la Russie, le nord de la Norvège et le nord de la Suède. C'est là où débute le cercle polaire. D'ailleurs, nous l'avons déjà passé depuis 200 km. Nous sommes entre Björklinen et Lachakarva, qui sont deux petits villages vraiment au bord de la frontière norvégienne, tout au nord de la Laponie suédoise. Derrière moi se trouve Laporten, c'est cette montagne qui prouve l'entrée naturelle en quelque sorte dans le cercle arctique. Cette montagne en forme de U est très réputée puisqu'elle représente le passage vers le cercle arctique. C'est le pays des nuits noires et des journées noires puisque le soleil ne se lève pas durant plusieurs semaines en hiver et en été par contre le soleil ne se couche pas pendant plusieurs semaines. C'est assez interpellant car les journées passent et on peut aller skier à 1h du matin ou faire du canoë-kayak à minuit tout simplement. Et bien nous voilà dans un village Sami. C'est là où les Samis vivaient auparavant avec leur troupeau de rennes dans le parc national d'Abisko. On voit leur maison faite de terre, de mousse, avec les portes en bois qui les préservaient des températures extrêmes de l'hiver, qui allaient jusqu'à moins 40, moins 50 à l'époque. On note aussi là-bas des maisons sur pilotis qui les préservaient de la froideur et de l'humidité du sol. Donc ils étaient en hauteur et ils avaient un peu plus chaud. Était un peu plus au sec. On note aussi sur les toits des ouvertures puisque dans chaque hutte il y avait un petit feu qui permettait de chauffer la pièce et donc la fumée s'évacuait par le haut pour ne pas embrumer la pièce. I always have the forest and you have the big mountains very close by. We are outdoor absolutely every day. When you live so closely with nature, whether you believe in it or not, you always get taught like the legends and the different stories about how to handle nature. And even if you don't believe in woodland creatures, then you still need to act the same in the forest, whether you believe it or not. So up here we speak a lot about you have different kind of basen that take care of the forests and the mountains and even for the mines. And there is certain ways to act. You need to maybe ask for permission, and it's a way of saying you have to always keep a track on the weather. If you lose your things in the forest, you can ask to have them back, but this usually comes with a trade. And we still teach our children about trolls and you know, stuff that could give you nightmares, but it's stuff that you need to know. And especially from living here in Sami culture, there are also a lot of different beliefs. For example, you should never poke the fire, because if you poke the fire, your reindeer calves, they will go blind. And this is something that parents tell their children. Maybe they won't go blind, but it's something that you need to say, because when you sit in a lavvo, you cannot have all your kids poking in the fire, because they're gonna cause a big trouble to you. We also talk about Stallo. Stallo is a kind of big troll, a huge male person, and he, if you have not cleaned up around your lavvo, your teepee, around Christmas time, when Stallo, he has a sled drawn by giant rats, and if you have not cleaned outside, then Stallo and his sled of rats, they get stuck, they get entangled outside the lavvo. And if he gets entangled by the lavvo, he's gonna look down from the hole in the roof, and if he see a couple of children, he can take them up and eat them.
So you always have to keep it clean outside, because of course you wouldn't like that to happen. In the Sami Genesis of how the world came to be, nothing was on the planet. It was here, but it was dead, and there was no life, nothing growing. And one day, when it was a big northern light, a white reindeer came down from the northern lights, and when he came down, he put his first foot on the planet, and he instantly dropped dead, because there was nothing here to support for him, nothing he could eat, nothing he could live out of. But he's the one that gave us life, because the spine of his back, it became the whole mountain range, and from his blood it became the different rivers. So this is how you say that the world started. Not only in the north, but in Sweden you get taught from very early, from when we go to kindergarten, you have actual lesson about how to act in the forest. It's something that's called mulle. And yeah, it's something that we have to do every week. We have to go outside. We do have a great respect for both our nature and for our creatures. And you even have great respect with what you call. For example, the word bear in Swedish, it's björn. But björn, it actually comes from, it's a pseudonym, because it's kind of the one who are not allowed to be spoken out loud. And from the beginning, from the Latin word for the bear, it's ur. And this word, you don't dare to say it out loud because you're scared that it's gonna come to you. And we have the same for wolf. We call wolf gray legs, because you have to learn how to act in the forest. You cannot do whatever. La Laponie abrite les rennes et les élans de Scandinavie. Ces deux animaux emblématiques de la culture et des contes et légendes scandinaves ont pourtant deux statuts bien différents. Les élans sont en liberté et n'appartiennent à personne. Ils sont chassés pour leur viande. Sur les 300 000 élans de Laponie, 100 000 sont chassés chaque année. Alors que les rennes appartiennent au peuple autochtone Sami. Bien qu'en liberté, chaque renne est identifiée, répertoriée et surveillée par un clan Sami. Leur qualité est reconnue et respectée depuis toujours. Élans et rennes ont toujours été le gage de survie des Samis au fil des siècles. Bien que les éleveurs essaient de garder les rennes en dehors des routes fréquentées, surtout l'été par les touristes, eh bien les rennes traversent tout de même les routes parce que la neige est plus basse et donc ils peuvent plus facilement marcher le long des routes que dans les forêts enneigées où la neige est trop profonde. Eh bien me voilà arrivé près d'une station de nourriture, ils appellent ça les feeding stations. Ce sont de gros conteneurs qui servent à nourrir les rennes sauvages au milieu de nulle part. Donc ils viennent régulièrement remplir ces gros conteneurs de blé ou de nourriture protéinée pour nourrir les rennes l'hiver afin qu'ils restent libres mais qu'ils aient quand même de quoi survivre. On aperçoit aussi derrière les sacs de nourriture donc qui sont déposés là bien ficelés pour ne pas être mangés entre temps. Ces points de ravitaillement leur permettent de se fournir en denrées pour rennes sans aller dans les grandes villes à chaque fois. Avec leur motoneige, ils se positionnent en dessous et font s'écouler la quantité souhaitée pour les troupeaux. Et bien voilà, notre voyage en Laponie suédoise touche à sa fin. Les tournages n'ont pas été faciles avec des températures entre -15 et -25 degrés.
Mais j'espère que vous avez aimé et que vous avez pu vous rendre compte de la vie dans ces contrées reculées et sauvages. N'hésitez pas à liker et à partager pour faire découvrir aux autres les trésors de notre planète. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures. No Kemin, Heido!